Et donc pour me présenter, donc Anne-Laure Barbé, je travaille au sein de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, qui est rattaché du coup au Centre Hubertine Auclair, qui est un centre de ressources sur les thématiques de l'égalité et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en Île-de-France. Et avant ça, donc je travaillais en tant que coordinatrice de la mission diversité et inclusion de la ville d'Aubervilliers, du coup située dans le 93, et une ville d'environ 90 000 habitants, où du coup j'étais en charge des questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et handicap. Alors avant de commencer, je vais vous présenter rapidement le centre, mais dont certaines de vos collectivités sont déjà membres. Donc le centre, il a été créé en 2009 et il est financé majoritairement par la région Île-de-France. Aujourd'hui, on a environ 300 membres, donc majoritairement des associations qui travaillent sur les champs d'égalité, lutte contre les violences et cyberviolences de genre, mais aussi des collectivités. Donc à ce jour, environ 130 collectivités et des syndicats. Donc aujourd'hui, l'adhésion au Centre Hubertine Auclair, elle donne accès à la fois un accompagnement collectif et un accompagnement individuel. Donc l'accompagnement collectif, ça va plus être des ressources, des newsletters, des webinaires, notamment des formations à tarif réduit. Et l'accompagnement individuel, je pense que certaines d'entre vous qui sont déjà membres l'ont vu. Maintenant, on centralise les demandes d'accompagnement de projets à moyen et long terme via un appel à manifestation d'intérêt qui sort une à deux fois par an. Et donc voilà, ça prend aussi en compte, ça permet de faire des sensibilisations, des formations, de l'ingénierie de projet sur des projets précis sur la lutte contre les VSS et la promotion de l'égalité. Donc, comme je vous le disais, moi, je fais partie de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, qui a été rattaché au centre en 2013 et qui produit du coup de nombreuses études et rapports sur la lutte contre les violences et cyberviolences de genre. Et le but, c'est de diffuser ces ressources, les rendre accessibles pour les collectivités afin de les outiller dans leur mission, favoriser aussi le travail en réseau. C'est aussi pour ça qu'on organise beaucoup de temps d'échange de pratiques sur des thématiques spécifiques. Donc l'année dernière, moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur comment peuvent agir les collectivités sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail en interne. Et il y a eu différents temps d'échange de pratiques, dont sur les dispositifs de signalement internes. Donc là, les ressources que vous voyez, elles sont cliquables et ensuite il y a un livret qui rassemble l'ensemble des publications de l'Observatoire et du Centre qui ont été publiées depuis sa création. Aujourd'hui, je base mon intervention du coup sur ce guide-là que vous voyez à l'écran, qui a été publié en 2020, donc qui commence à dater et qui nécessite une mise à jour, mais dont le contenu peut toujours servir aux collectivités. Donc, c'est justement une méthode, un guide méthodologique pour mettre en place des actions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au niveau de sa collectivité, avec le cadre juridique, des éléments de compréhension sur les violences sexistes et sexuelles, comment agir en complémentarité avec les dispositifs différents échelons régional, national, départemental, et comment mettre en place différentes actions concrètes. Donc, je pars de ce guide-là pour aujourd'hui. Et donc, dans la demi-heure qui m'est impartie, je vais essayer de faire d'abord une courte introduction sur les enjeux de lutte contre les VSS au niveau local. Rapidement, ensuite, le cadre juridique de l'action des collectivités et ensuite, comment agir concrètement. Et aussi par rapport à vos questions et vos besoins qui ont été remontés, je ferai un petit focus sur la prévention et sur le financement des actions de lutte contre les VSS. Et je terminerai par vous présenter quelques ressources, mais tout est disponible sur notre site et notre Égalitech. Pour l'introduction, je vais rappeler quelques chiffres des violences sexistes et sexuelles. Ensuite, on va voir comment, en tant que maire, qu'adjointe au niveau local, pour mener une politique publique efficace de lutte
contre les VSS et il faut essayer de la replacer dans un contexte systémique. Ensuite, on va voir les différents enjeux quand on est maire adjoint, parce que par rapport à la lutte contre les VSS, parce qu'on peut être sollicité aussi en direct par les habitants et habitantes. Et dans un dernier temps, comment on peut agir selon ses moyens et selon son échelle, parce vous êtes des collectivités de taille différentes avec des moyens différents et aussi des contextes qui peuvent être différents, que ce soit rural ou plutôt des grosses villes. Pour les chiffres, je vous ai remis là donc deux ressources qui sont aussi cliquables. Donc la lettre annuelle de la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et contre la traite des êtres humains. Donc, chaque année, la MIPROF publie justement, recense ces chiffres avec les statistiques nationales, mais aussi les statistiques venant des milieux associatifs. Et donc, il y a différentes choses, dont les morts violentes au sein du couple, le nombre de victimes enregistrées par les services de police et gendarmerie, et aussi le traitement judiciaire des affaires de violence. Je vous ai mis ça, et ensuite, je vous ai mis aussi le rapport annuel de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est l'association qui a créé et gère depuis 1992 le 3919, le numéro d'information violences faites aux femmes. Donc, deux chiffres extraits justement de la lettre de la MIPROF pour l'année 2024. Alors déjà le premier, donc on a eu 277 000 femmes majeures qui déclarent avoir été victimes de viols, agressions sexuelles en 2023, enfin ou tentatives de viol et d'agression sexuelle en 2023, soit une femme toutes les 2 minutes, et 7% qui déclarent avoir déposé plainte. Donc pour ce chiffre-là, évidemment, donc majoritairement les personnes qui déclarent avoir été victimes de ce type d'infraction sont des femmes et des filles. Et ensuite, on a aussi 376 000 femmes majeures qui déclarent avoir été victimes de violences au sein du couple, donc que ce soit des violences physiques, verbales, psychologiques et ou sexuelles. Et elles représentent 12% de l'ensemble des femmes victimes de violences, toutes natures confondues. Pareil, ces types de violences touchent majoritairement des femmes et sont majoritairement commises par des hommes. L'intérêt aussi des différents chiffres de cette lettre, c'est qu'on voit les différentes personnes. Donc, il y a des personnes qui se déclarent victimes de violences sexistes et sexuelles, violences au sein du couple. Ensuite, il y a les chiffres enregistrés par les forces de sécurité, où on a déjà une perte parce que, comme vous le voyez, il y a très peu de personnes qui portent plainte. Et ensuite, on a les chiffres avec le traitement des affaires par les parquets et les condamnations définitives. Donc, c'est intéressant de voir ces différents chiffres-là. Et ce qui est aussi intéressant dans cette lettre, c'est que vous avez l'évolution de ces différents chiffres par rapport à 2016. Donc, par exemple, là, par rapport à 2016, on voit qu'on a plus 136% de victimes de violences sexuelles enregistrées par rapport à cette année-là, et plus 119% de victimes de violences au sein du couple enregistrées. Globalement, ce qui est crucial et ce qu'on voit dans cette lettre, c'est qu'on a un continuum des différentes formes de violences sexistes et sexuelles, que ce soit des violences au sein du couple, que ce soit des violences hors du couple et des différents lieux aussi, que ce soit au foyer, sur le milieu du travail, dans l'espace public. Et donc on voit que ces violences, elles touchent les femmes et les filles tout au long, enfin principalement tout au long de leur vie. Donc ça rappelle la dimension systémique du système sexiste. Euh, voilà, donc ça c'est pour les premiers chiffres. Et évidemment, même s'il y a les victimes sont principalement des femmes majeures et mineures de violences sexistes sexuelles, il y a aussi des facteurs de vulnérabilisation comme l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle. On le voit aussi avec les chiffres dans la lettre. Alors, ce que je disais, l'enjeu, c'est pour mener une politique publique locale efficace, c'est d'essayer de décloisonner autant que faire se peut la promotion de l'égalité et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que souvent, on a cette question qui va émerger quand on travaille sur ces thématiques. Peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi, où on se demande, oui, mais c'est quoi le rapport entre égalité et violences sexistes et sexuelles? Puisque l'égalité... euh,
dans le droit, enfin, a beaucoup progressé, voire est atteinte. Des fois, on a une perception des violences sexistes et sexuelles qui seraient que des incidents isolés, issus de comportements individuels anormaux, alors que, comme je le montre les chiffres précédents, les violences sexistes et sexuelles, il est important de mettre en lumière leur caractère systémique et le fait qu'elles viennent du système sexiste qui produit aussi des inégalités. Donc, une première manière de montrer ce caractère systémique des violences sexistes et sexuelles, ça consiste à s'appuyer sur les cadres et les textes internationaux qui offrent une référence solide et qui renforcent aussi des fois la crédibilité institutionnelle de l'analyse. Et ça limite aussi que cette lecture, elle soit perçue comme trop engagée ou trop militante, parce qu'en fait, elles sont reconnues globalement au niveau international depuis un moment. Donc pour ça, il y a par exemple la Convention du Conseil de l'Europe d'Istanbul, qui intègre bien dans ses textes que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Donc ça permet par exemple d'installer ce cadre systémique d'analyse des VSS dans le cadre du système sexiste. Ce que fait aussi le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, dans ses rapports annuels que je vous ai aussi mis en ressources. Et ensuite, il est important de garder en tête que le système sexiste, c'est un système parmi d'autres systèmes de domination qui ne peut être dissocié de ces autres systèmes, que ce soit le système raciste, validiste, mais aussi classiste. Et c'est aussi intéressant pour vous parce que souvent dans vos portefeuilles, il n'y a pas que la lutte contre les VSS et la promotion de l'égalité, il y a aussi la lutte contre les discriminations en général et aussi le handicap. Donc c'est important de voir comment on peut toujours mener ces actions sur ces différents champs en pensant à chaque fois aux différents systèmes d'oppression. Donc pour ça, je vous ai mis en exemple le plan d'action de la ville de Strasbourg sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et vous le verrez du coup dans le préambule et après dans toutes les différentes actions qui sont déclinées, que la ville essaye de porter cette approche systémique des violences, de lutte contre les VSS et de promotion de l'égalité. Ensuite, les différents enjeux à l'échelon local, c'est que les collectivités territoriales, mais vous le savez, du fait de leur proximité avec les populations, elles disposent d'un pouvoir d'action considérable pour apporter aide et soutien aux femmes victimes. Il y a une proximité avec les administrés, puisque souvent les élus sont les premières personnes que les femmes victimes de violences sollicitent, que ce soit pour un logement, pour un emploi, pour une aide financière, voire un hébergement. Donc des fois, il va y avoir des sollicitations directes des élus ou des services notamment via les services d'action sociale. Mais il y a aussi une proximité parce que il peut y avoir aussi de la détection des violences et un travail de prévention au niveau du périscolaire, des activités culturelles ou même sportives. Ensuite, évidemment, il faut essayer de s'inscrire en complémentarité avec les différents échelons pour apporter une réponse politique globale, donc pas que au niveau local. Je vais y revenir après. Et aussi, il y a les maires ont des pouvoirs, spécifiques, en termes de lutte contre les violences. Donc, par exemple, dans le guide que je vous ai montré, vous avez le chapitre 10, qui est consacré à la lutte contre les mariages forcés, et qui montre comment, via les pouvoirs spécifiques du maire, les maires et les adjoints peuvent, agir sur ce sujet. Évidemment, on peut pas toutes et tous agir, de la même manière. Ça va dépendre de la taille de sa collectivité, des moyens, qui sont investis, du portage politique et financier. Mais donc, l'idée, c'est d'agir selon ses moyens et selon son échelle. Donc, pour les petites collectivités, enfin, là, je vais essayer dans les actions que je vais présenter à chaque fois faire référence aux petites collectivités, comment les mises en place d'actions sont possibles. Mais globalement, il est aussi possible de porter des actions dans le cadre des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale, qui ont du coup avec une mise en commun de compétences. Et on voit que via les EPCI, les communes de moins de 10 000 habitants et habitants peuvent également porter de nombreuses actions. Donc, par exemple, en Île-de-France, on a la Paris-Est-Marne-et-Bois, où il y a quand même plusieurs petites collectivités, par exemple Brie-sur-Marne, où il y a 15 000 habitants, ou Saint-Maurice, où une ville de 14 000 habitants, euh,
qui essayent de mettre en place des actions, de monter en compétences sur les différents sujets. Et par exemple, il y a la mise en place de référentes violences intrafamiliales et une mutualisation de moyens. Donc là, je vous ai mis en ressources des ressources de la Fédération nationale des CIDFF, des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, et de guides à destination des élus de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui pour les élections municipales, du coup, 2026, ont porté des actions de plaidoyer sur comment aussi mettre concrètement en œuvre des différentes actions, et où vous verrez il est possible de mettre ce type d'action en place, même pour certaines actions, pour les petites collectivités. Il y a aussi le fait que on peut être une ville, mais aussi des collectivités en ruralité, ce qui va potentiellement aussi modifier certaines actions. Mais là aussi, je vous ai mis des documents. Donc là, c'est la Solidarité Femmes qui, pour la Journée internationale des femmes rurales le 15 octobre 2025, a publié ce plaidoyer. Donc, il y a à la fois une campagne et le document que vous voyez à l'écran, où justement, la fédération essaye de faire des conseils aux collectivités rurales sur comment mettre en place différentes actions pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec en spécificité la ruralité. Et je vous ai aussi remis un rapport du centre, mais pareil, il commence un petit peu à dater, mais il y avait eu aussi un rapport sur cette thématique-là. Donc voilà, ça c'était pour les enjeux. Maintenant, pour le cadre juridique de l'action des collectivités, de manière globale, on a le Code général des collectivités territoriales qui dispose que les collectivités territoriales concourent avec l'État à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais on a aussi la loi du 4 août 2014 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, avec différents articles, dont l'article 1 qui rappelle aussi ce découpage des compétences et l'article 51 qui rappelle que la formation initiale et continue des professionnels sur les violences intrafamiliales et sur globalement les violences faites aux femmes doit être mise en œuvre au niveau de la collectivité. Il est possible d'agir contre les violences sexistes et sexuelles aussi dans le cadre de la lutte de la prévention de la délinquance. Donc depuis notamment aussi la loi du 5 mars 2007, on a une responsabilité centrale des maires dans la prévention de la délinquance, et dans la stratégie nationale, du coup, on voit une priorité qui est faite sur l'amélioration de la prévention des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales, et aussi sur l'amélioration de l'aide aux victimes. Donc pour ça, il y a notamment le cas du CLSPD, un organe de pilotage local de la prévention de la délinquance, où on peut coordonner du coup différents services de la ville pour essayer de mettre en place des actions de lutte contre les VSS. Par ailleurs, il y a aussi la loi du 6 août 2019, car en tant que structure employeuse, les collectivités, elles doivent aussi prendre des mesures adaptées pour garantir la sécurité des agents et des agentes et prévenir, arrêter et sanctionner les violences sexistes et sexuelles au travail. Du coup, je vous ai remis aussi il y a un kit à destination des collectivités pour employeuses pour mettre en place des actions dans ce cadre-là qui a été publié par le centre, qui a été mis à jour l'année dernière, et je vous l'ai remis du coup dans le PowerPoint. Du coup, très concrètement, comment agir au niveau local? Du coup, là, un préalable à toute action locale, c'est essayer de connaître et d'agir en complémentarité avec les dispositifs nationaux, régionaux et départementaux. Ensuite, si il est possible, en fonction de ses moyens, mener un diagnostic local pour adapter l'action aux besoins. Euh, Ensuite, je vais donner quelques bonnes pratiques en termes de maillage territorial, le renforcement de maillage territorial pour l'accompagnement des victimes, et dernière bonne pratique sur la formation des professionnels. Sur les connaître et agir en complémentarité avec les dispositifs nationaux, régionaux et départementaux, je vous ai pas tout remis, mais je vous ai mis quelques dispositifs du coup au niveau national, euh, régional, mais aussi départemental.
Donc au niveau national, l'État organise des dispositifs de protection et d'accompagnement des victimes et aussi des préventions. Et les principales mesures de protection et d'accompagnement qui sont mis en place, il y a notamment les référentes départementales sur les violences au sein du couple qui justement coordonnent aussi l'ensemble des acteurs au niveau territorial. L'accueil de jour départemental avec un primo-accueil inconditionnel des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et après, je vous ai remis quelques dispositifs dont l'ordonnance de protection, le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement. Ensuite, il y a des places d'hébergement d'urgence, donc là, c'est 60% du budget de l'État sur la lutte contre les violences intrafamiliales qui est consacré à ça. Il est aussi nécessaire de connaître les dispositifs régionaux où il y a aussi des soutiens financiers aux associations de femmes victimes de violences au sein du couple. Il y a des appels à projets spécifiques sur le sujet, des fois des aides au logement. Et ensuite, avec les dispositifs départementaux, là, c'est plutôt dans le cadre des compétences en matière d'action sociale et de protection de l'enfance qu'il y a plusieurs conseils départementaux qui s'investissent dans la mise en place de dispositifs d'accompagnement des femmes victimes et aussi pour les enfants co-victimes. Il y a par exemple plusieurs conseils départementaux qui gèrent des observatoires départementaux, comme celui de Seine-Saint-Denis, qui aussi produisent beaucoup de recherches sur le sujet. Donc déjà, sur son territoire, avoir connaissance justement de ces différents dispositifs et justement aussi relayer les informations, ça peut être un bon point de départ. Ensuite, l'idée, c'est pour mener l'action qui correspond la plus aux besoins des habitants et des habitantes. L'idée, ce serait de mener un diagnostic local. Donc, dans le guide que je vous ai présenté, il y a une méthodologie bien plus ample, là, qui est résumée dans le slide, mais qui paraît. La méthode qui est proposée, c'est d'abord de recenser les structures locales qui accueillent les femmes victimes de violences, ensuite leur transmettre un questionnaire pour avoir des informations clés pour mieux connaître leur activité, l'accompagnement proposé et le besoin des victimes, et au besoin mener des enquêtes supplémentaires avec des structures locales sur des sujets cibles. Par exemple, il y a des collectivités qui mènent des recherches spécifiques sur les violences faites aux enfants ou aux jeunes filles. Et ensuite, il y a des leviers d'action qui peuvent ressortir de ce diagnostic local. Euh, Par exemple, on a repéré qu'il faut un dispositif de garde pour les enfants qui sont de femmes victimes de violences au point d'accueil petite enfance. Ça peut ressortir un des besoins qui peuvent ressortir ou des besoins de formation spécifique comme la formation des pros de santé. Pour le maillage territorial, l'enjeu, c'est comme vous. On a déjà vu tout à l'heure le chiffre de 7% des femmes victimes de violences qui portent plainte, mais globalement, on voit que en plus, euh, elles sont 20 à 29% à avoir fait aucune démarche, seulement 5% à avoir appelé un numéro vert et 8% qui ont rencontré des membres d'une association d'aide aux victimes. Donc, par rapport à ces chiffres-là et au manque justement d'accompagnement global ou de femmes qui mobilisent ces différents services, l'idée c'est de rendre la plus disponible et accessible l'information sur les, les différents accompagnements, que ce soit accompagnement juridique, accompagnement social des femmes victimes de violences. Le but, c'est d'éviter les ruptures dans la prise en charge et de créer des réflexes de travail partenarial et d'articuler le circuit de prise en charge psychologique, sociale, juridique au sein de son territoire avec un parcours qui essaye d'être coordonné d'accompagnement. Donc pour faire ça, il est possible de constituer et d'animer un réseau pluriprofessionnel dans sa ville. Là aussi, dans le guide, vous retrouverez une méthode avec des exemples de qui mobiliser dans ce réseau, comment formaliser les différents temps d'échange et qu'est-ce qu'on peut faire comme action avec ce réseau. La municipalité, elle peut jouer un rôle fédérateur des professionnels qui interviennent sur son territoire communal, pas que les professionnels agents et agentes de la ville, mais d'autres
professionnels qui vont aussi accompagner les femmes victimes de violences. Du coup, il est important de donner de la visibilité à ce réseau et de le rendre facilement identifiable par les autres professionnels. Donc, une des préconisations, par exemple, c'est la création d'un livret répertoire pour que chaque différent professionnel qui intervienne dans la ville avec les femmes victimes de violences puisse y avoir accès. Et ensuite, évidemment, aussi faire un livret à destination des personnes qui sont victimes ou témoins de ces violences sexistes et sexuelles. Euh, donc, je vais vous mettre des exemples de justement de livrets qui ont été créés par des collectivités. Donc, où je disais, il y a un livret répertoire pour les professionnels et une plaquette d'informations sur les dispositifs locaux à destination des femmes victimes et des habitantes pour une meilleure orientation. Donc là, vous avez par exemple des exemples de répertoire de la ville de Champigny ou aussi de la ville de Montreuil. Et évidemment, ce qui est important de souligner, c'est la formation des membres de ce réseau, justement, à ce qu'on a évoqué au début, au caractère systémique des violences sexistes et sexuelles, aux différents mécanismes de violence, dont les violences au sein du couple, aux différents mécanismes aussi de culture du viol qui vont créer des obstacles dans l'accompagnement des femmes victimes. Donc voilà, c'est important de les former et de mutualiser du coup leurs actions et les mettre en réseau dans un réseau. Une des autres actions possibles au niveau de la collectivité, c'est de soutenir la formation des professionnels et professionnelles. L'enjeu encore, c'est de diffuser une culture commune et une compréhension systémique de la lutte contre les VSS et du coup, au final, un meilleur travail en réseau et un meilleur accompagnement des victimes. Et donc là, il peut y avoir différents modules de formation adaptés en fonction des publics cibles. Donc il y a des formations, par exemple, spécifiques pour les agents et agentes d'accueil qui peuvent aussi être sollicités directement, repérer des femmes en situation qui vivent des violences sexistes et sexuelles. Vous avez des modules de formation adaptés pour les professionnels de santé. Hein, voilà, ça dépend des différents champs, mais donc c'est des exemples. Et en autre levier d'action des collectivités qui sont plus détaillés dans le guide, vous avez aussi des possibilités d'action en termes d'hébergement et de logement, dégager si possible en fonction de son quota agent, des hébergements, des logements pour les femmes victimes de violences et leurs enfants, faciliter la mobilité des femmes victimes. Ça peut par exemple prendre forme sous la forme de bons de transport qui sont mis en place au sein de certaines collectivités. Comme on le disait au début, bah, lutter aussi contre les violences sexistes et sexuelles au travail en tant que collectivité employeuse, sensibiliser le grand public et prévenir les violences dès le plus jeune âge. Donc pour ça, je vais faire justement un petit focus sur la prévention. Donc il y a différentes actions de prévention qui sont possibles et qui peuvent être portées, coordonnées par les collectivités. Il y a des sensibilisations sur les stéréotypes de genre. Donc par exemple, vous avez des collectivités qui font des ateliers lecture égalité en partenariat avec des médiathèques, des villes comme la ville de Nantes qui vont faire des différentes expositions sur les stéréotypes de genre. Des villes qui financent des interventions scolaires en école primaire sur le sujet ou qui font des actions pédagogiques dans les accueils de loisirs sur les stéréotypes de genre. Ensuite, vous avez donc des actions de sensibilisation sur l'éducation à la vie sexuelle et affective qui peuvent être soutenues au niveau local par les villes, notamment via la direction santé, les centres municipaux de santé, ou pareil, voilà, donc ça peut être éventuellement soutenu financièrement en cas de financement. Et vous avez aussi des financements d'intervention en milieu scolaire sur le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et plus globalement les violences LGBTQIA+ phobes. Sur la prévention, donc justement, le centre Hubertine Auclair, l'année dernière, a publié sa dernière étude donc, qui s'appelle Violence et cyberviolence de genre chez les 11-18 ans. Donc, je vous l'ai mis là, elle est disponible. Et il y a aussi un webinaire de présentation de l'étude, mais globalement qui montre que les jeunes, du coup, au collège et au lycée, les plus exposés aux violences de genre sont les jeunes filles et les jeunes filles lesbiennes, bi, trans.
Et donc, c'est détaillé en fonction de quelles infractions, etc. Mais on voit que voilà, il y a beaucoup de ces cyberviolences et violences de genre qui sont commis notamment au sein de l'école, mais aussi en ligne. Et donc vous, ce qui peut vous servir éventuellement en termes de prévention, c'est que a été associé à cette étude et cette synthèse une campagne de prévention qui s'appelle Gênant, surtout violent, qui reprend justement différents cas de violences de genre qui sont vécus par les jeunes collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, et qui justement requalifie les faits et renvoie aussi à différentes partenaires d'orientation de lutte contre ces violences. Donc voilà, c'est une campagne qui a été diffusée à tous les lycées d'Île-de-France, mais que vous pouvez aussi retrouver en accès libre sur notre site et vous pouvez aussi la commander. Donc c'est gratuit, il y a juste comme toutes les campagnes, il y a juste les frais de port. Euh, Sur la prévention, très rapidement, je veux aussi vous présenter quelques autres campagnes de sensibilisation qui sont relayables et diffusables. Donc à droite, les cadres visuels, c'était une campagne de lutte contre l'inceste. Donc là, on voyait les cadres visuels à la fois pour les victimes et témoins d'inceste et aussi pour les professionnels. Et ensuite, vous avez une campagne Tu m'aimes, tu me respectes notamment contre les violences au sein des couples de jeunes. Donc c'est aussi, n'hésitez pas à consulter les différentes campagnes du centre et à les relayer au besoin. Et pour finir sur le focus, donc la question du financement, qui est évidemment une question clé quand on veut mettre en place des actions de lutte contre les VSS. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de financement euh, qui peuvent être mobilisés. Donc évidemment, en plus de la mobilisation de ressources de plusieurs directions municipales qui peuvent être concernées sur la thématique des violences faites aux femmes, donc notamment la direction aussi santé, petite enfance, sécurité, logement, etc. Les collectivités, elles peuvent solliciter des subventions supplémentaires pour financer par exemple des permanences ou des formations. Donc il y a le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, le FIPD, où justement il y a plusieurs actions qui peuvent être financées dans ce cadre, mais la ville peut par exemple coporter un financement avec le FIPD des postes d'intervenantes sociales en commissariat qui sont spécialisés aussi sur l'accueil des femmes victimes de violences. Vous avez des financements aussi politiques de la ville, bah, en fonction de vos collectivités, si elles sont concernées ou pas. Des financements européens, type le Fonds social européen qui va cofinancer des actions pour l'accompagnement des victimes. Il est aussi possible de faire financer des actions via l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, donc notamment pour des actions de formation sur le repérage des violences sexistes et sexuelles pour les pros de santé, ou aussi il y a pas mal de collectivités qui font des actions de prévention dès le plus jeune âge financées par l'Agence régionale de santé sur le développement des compétences psychosociales pour les très jeunes. Il y a aussi la caisse d'allocation familiale, la CAF, qui peut financer des actions de parentalité ou des ateliers parents-enfants autour de l'égalité, autour enfin, oui, des stéréotypes de genre qu'on a enfin, déjà abordés. Et ensuite, il est aussi possible de mobiliser des appels à projets. Par exemple, il y a un appel à projet justement du Conseil régional d'Île-de-France sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais du coup, là, voilà, des appels à projets qui sortent cette année avec des enveloppes un peu différentes et des thématiques parfois précises. Vous avez aussi le Fonds égalité pour l'égalité professionnelle, là, qui permet de financer des actions sur la mixité des métiers, mais aussi sur la lutte contre les violences et sexuelles au travail, où là, voilà, vous pouvez faire financer des actions de formation
des actions de sensibilisation, mais aussi des campagnes de communication en interne à destination des agents et des agentes pour justement sensibiliser sur qu'est-ce que c'est les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est un appel à projet qui est annuel et les villes peuvent potentiellement rebénéficier de ce fonds, même si elles ont déjà été lauréates par le passé. Donc ça, c'est des exemples de financement et vous en retrouverez aussi d'autres dans le guide. Et pour terminer, je je vous ai mis quelques ressources du centre. Donc, par exemple, un kit d'orientation des femmes victimes de violences. Dans ce kit, vous trouverez un kit détaillé avec des informations sur les différents mécanismes des violences au sein du couple. Que faire du coup et que dire quand on a une personne qui nous sollicite en direct. Et vous avez aussi des flyers, donc ça qui sont possibles de les afficher aussi directement au sein des bureaux, des collectivités. Ce qui peut vous servir aussi, c'est que chaque année, le centre publie euh, vers janvier-février, une lettre qui recense les différentes ressources pour agir contre les violences faites aux femmes. En fait, on fait une veille, enfin toute l'année, mais aussi renforcée aussi au niveau du 25 novembre de l'année N-1 et on essaye de recenser donc tous les guides, les rapports, mais aussi des bonnes pratiques des collectivités membres ou non membres en Île-de-France et aussi les ressources des associations spécialisées sur le sujet. Et donc, c'est une ressource qui est disponible en ligne, que vous soyez membre ou pas du centre, et qui peut aussi vous être utile. Et j'ai ajouté les décryptages et les focus de l'observatoire, où là, ça va être un format un peu plus long, mais qui tente quand même d'être synthétique pour une meilleure prise en main possible, où vous avez différents décryptages. Donc, vous en avez sur les violences faites aux enfants, la lutte contre l'inceste. Et là, un des derniers décryptages qui a été publié par l'Observatoire cette année, c'était plutôt sur tout l'aspect cyberviolence et tout ce qui est lutte contre notamment les deepfakes à caractère sexuel. Et dans les actualités du centre, donc moi je suis spécifiquement sur le volet lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais j'ai ma collègue Giulietta Romé-Richard qui est elle chargée de mission sur les politiques d'égalité et qui est en train actuellement de mettre à jour le document que vous voyez à l'écran, donc un guide qui s'appelle Planifier, conduire et évaluer une politique locale d'égalité femmes-hommes, avec un versant justement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un document qui datait de 2014 et donc qui avait besoin d'une mise à jour, mais c'est un guide pratique méthodologique qui peut vous servir justement avec des pistes et des conseils sur enfin, élaborer un diagnostic territorial sur l'égalité, comment élaborer un plan d'action sur l'égalité, et aussi évaluer les différents plans d'action. Donc ça, c'est en cours et ça va être publié au trimestre prochain normalement. Voilà pour les ressources.